Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Bonjour à vous et bienvenue à ce 4e épisode de Nos Voix pour des toits. Je suis Christiane Dubuc, une locataire des habitations au Beau Soleil de Châteauguay. Et j'animerai le nouvel épisode de cette série balado en alternance avec notre producteur Marc-Olivier Cholette. Christiane, le temps des fêtes approche à grands pas et c'est un moment de l'année où on voit beaucoup de personnes. Des gens qu'on aime, puis des fois des gens qui nous tapent un peu ses nerfs. Oui, le parallèle est intéressant à faire parce que notre épisode porte justement sur la cohabitation dans les immeubles de multilogement. Pour reprendre ton exemple, Marc-Olivier, imaginez comment on peut être épuisé dans les parties des fêtes quand on voit beaucoup de monde. Puis comparons cette situation-là aux locataires qui habitent avec les mêmes personnes à longueur d'année. Il va sans dire que même s'il y a du bon là-dedans, c'est pas toujours facile. Dans le cadre de ce 4e épisode, nous nous interrogeons, dans un premier temps, sur les dessous de la cohabitation en multilogement pour mieux comprendre la signification du bien vivre ensemble. D'une part, ciblons ce qui est le fun. C'est quoi les côtés positifs d'avoir des voisins de palier? Et d'autre part, identifions également les défis. Quelles sont les difficultés auxquelles on se frappe dans un immeuble? Pour bien répondre à ces questions, notre comité de production a collecté les témoignages d'une quinzaine de locataires de différents types d'habitations. C'est donc avec l'aide de personnes habitant le milieu social et communautaire, soit en OSBL-H, en coopérative ou en HLM, mais également en maison de chambre, en logement d'un propriétaire privé et même en condominium, que nous avons tenté de tracer un portrait global des enjeux de la cohabitation. En se penchant sur les relations de cohabitation entre locataires, nous tenions à mettre en lumière l'influence que peut avoir l'insertion du soutien communautaire en logement social au sein d'un milieu de vie. Enfin, dans un troisième temps, notre comité a ciblé une région où la crise du logement crée de plus en plus de malheurs avec les années. C'est sur la région de Sherbrooke que se pose notre regard. Maintenant que notre ordre du jour vous a été présenté, puis afin de bien introduire notre propos, c'est à travers l'œil de la réalisatrice Ève Lamont que nous vous invitons à plonger dans l'univers des micro-sociétés que forment les immeubles de multilogement. Son plus récent long-métrage, le documentaire « La coop de ma mère », est un excellent point de départ pouvant bien illustrer les idées que nous approfondirons ensemble aujourd'hui. Ce film, en plus de promouvoir la formule d'habitation sociale autogérée, montre sans préjugés les défis quotidiens que présente la gestion collective des choses à travers la solidarité entre voisins, enrichie par la mixité sociale. C'est avec Rachel Gaudreau, personnage principal de ce film, que nous nous sommes entretenus en premier. Nous avons questionné Mme Gaudreau, la mère de la réalisatrice, sur sa vision du partage de l'espace d'un immeuble ainsi que des pour et des contre de cette proximité entre locataires. Alors, mon nom, c'est Rachel Gaudreau. J'habite la coopérative Saint-Louis à Gatineau. Quand est arrivée ma retraite, j'étais une travailleuse autonome, je suis sous contrat, j'étais assez disponible. Et je savais que l'âge viendrait, j'étais en pleine forme, mais je me disais peut-être qu'une coopérative, ce serait idéal pour moi. Je connaissais comme il faut le concept. Puis moi, je sentais ça offrait quelque chose de sécuritaire pour une femme seule. Et ça a été un bon choix. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avec la COVID, j'ai été une chanceuse. Vous vous souvenez quand le premier ministre il disait « Restez chez vous, occupez-vous de vos voisins qui sont des gens vulnérables. » Moi, j'ai 85 ans maintenant. Et puis, ça a été... J'ai pas de compétition parce que c'est une coop mixte. Alors, je suis la seule à 85 ans. Presque tous les voisins voulaient m'aider à faire mes commissions. Oublions la COVID, là. Le fait qu'on collabore, qu'on travaille ensemble,
par des réunions. On est très, très autonome dans nos appartements. C'est très respecté l'intimité. Il n'y a pas de ça. Mais il faut quand même gérer la place. Donc, on est à se connaître, les voisins. Je le vois avec le film de ma fille, parce qu'on a fait voir les beaux côtés. Les gens le manquent. On veut être individualiste, mais en même temps, on a une nostalgie de ce partage-là, de ce feeling-là d'être ensemble. Puis, on assume aussi que les voisins ne sont pas tous adorables. Pas du tout. Mais je peux avoir un voisin qui est peut-être un peu grincheux quand on le dérange un peu, mais c'est du bon monde. Il faut accepter pour tout le reste qu'il est capable de faire. Le mouvement coopératif encourage l'entraide. On s'aperçoit que monoparental, avoir un enfant dans une coop, c'est beaucoup plus sécuritaire. Le parent qui se sent moins isolé. On vit seul. Moi, je vis seule, mais je suis pas isolée. Je suis entourée. Moi, là, c'est la première neige, là, est déjà déblayée sur mon auto, là. Puis moi, je suis en train juste de boire mon café en jaquette, puis je vois quelqu'un qui déblaye ma voiture. Alors, le moins bon présentement avec la société qui a changé, ils ont de la misère à intégrer l'entraide puis le partage. Il y a des personnes qui prennent énormément ici le soin du terrain, puis d'autres qui ramasseraient même pas un bac de déchets, comme si ça les concerne pas. Il n'y a pas de concierge ici, là. C'est nous, les concierges. Ça, c'est les irritants, c'est souvent des petites choses. Puis les gros, c'est parce que les petites, on peut les travailler. C'est la responsabilité. Ils veulent être dans le coop, mais ils veulent pas trop prendre de responsabilité. À ce moment-là, qui est sur le conseil d'administration? Qui est le président? Qui est la présidente? Puis moins que du monde travaille, plus cette personne-là d'ouvrage, plus les gens prennent mieux leurs responsabilités, mieux le conseil d'administration fonctionne. On remarque que les mêmes problématiques sont soulevées autant dans le milieu social que dans le marché privé. C'est d'ailleurs ce que nous partage Régent, qui est propriétaire d'un condo à Longueuil. Il y en a avec qui c'est plus difficile. T'sais, on a des obligations, les réunions, on doit les tenir. C'est pas juste, ça nous tente ou ça nous tente pas. Il faut faire les tâches qu'on a à faire. T'sais, quand je suis obligé de courir après quelqu'un parce que il a pas fait son dépôt, c'est pas ben plaisant. Là, c'est que là, des fois, je suis obligé d'envoyer des courriels, dire, puis là, je mets les autres collègues en copie conforme parce que ça les concerne. C'est un conseil d'administration. Je peux pas prendre de décision tout seul, moi là. Mais quand quelqu'un fait pas sa tâche, à un moment donné, il faut comme le ramener à l'ordre. Ça, c'est le côté un petit peu poche, là, comme on dit. Si c'est aussi bête que, à un moment donné, il y a quelques années, j'allais souvent en février dans le sud, je me payais une semaine de vacances et tout ça. Souvent, c'était moi qui pelletais les marches. Là, j'avais prévenu les voisins, mais je suis revenu, il y avait 3-4 pouces de glace dans les marches parce que ils l'ont pas fait. Fait que là, à un moment donné, t'es comme obligé de chicaner un peu le monde parce que c'est dangereux. Puis, tu comprends, il y a comme tout un aspect, là. C'est pas juste, je me débrouille pour rentrer chez nous. À un moment donné, on sauvera pas le courrier si c'est pas déglacé, Fait que, quand tu te ramasses que c'est tout le temps toi qui fais tout puis que les autres participent pas, c'est sûr que ça devient embêtant. Virginie, qui elle habite un appartement haut de gamme à Saint-Constant, a dû se frapper à une triste réalité en cherchant un endroit sécuritaire et confortable pour elle et ses enfants. J'ai réalisé assez rapidement que ça avait pas de lien avec le montant qu'on paye par mois. Donc moi, c'était un peu mon espoir, en fait, donc de quitter un environnement moins intéressant où j'avais un logement qui était un petit peu plus abordable, puis de me retrouver dans un logement où j'allais quand même payer un bon montant, consacrer un montant important de mon revenu. Là, je dois dire que c'est plutôt serré. Ça fait quelque chose d'un peu plus serré comme budget. Mais je me disais, ça va me permettre d'avoir vraiment un environnement plus agréable, puis ça va valoir la peine. J'aurai donc des voisins super cool et c'est pas vrai. Ça s'est pas avéré comme ça. Et ça a été comme ma première déception, ma première surprise de me dire finalement non, ça veut pas dire que j'ai nécessairement des voisins qui ont un meilleur savoir-vivre, un meilleur savoir-être. Ça veut pas dire non plus que j'ai un propriétaire qui est plus engagé dans l'entretien puis le soin des lieux, puis dans ce souci-là que la cohabitation soit intéressante. Donc, j'ai compris rapidement que c'est une question d'individu, pas nécessairement d'environnement ou de combien par mois je paye pour me loger. Ce que je trouve difficile, c'est le respect des lieux, de l'environnement. Tu sais, c'est un immeuble qui est très récent, qui a même pas 5 ans, puis déjà, c'est brisé, souvent, c'est endommagé. Les gens font pas attention, même quand ils déménagent ou quand... Donc, ce savoir-vivre-là, ou que moi, j'enseigne à mes enfants on ne claque pas les portes, on a des voisins en haut, on a des voisins en bas, c'est important
important de pas courir, de pas lancer des choses sur les murs, de pas faire trop de bruit parce que on se doit de respecter la qualité de vie, en fait, de ceux avec qui on cohabite. Donc ça, c'est un défi. Puis c'est pour ça que je dis que ça repose sur des individus. Autant pendant 1 an ou 2, je peux avoir une certaine quiétude, donc avec des bons voisins que j'entends pas trop, puis qui ont une vie stable, normale, qui ressemble à la mienne, en fait, là, un même mode de vie. Autant il y a un changement de voisin, puis là, ben, tu sais, je suis réveillée pendant la nuit parce que ça cogne, ça frappe, parce que quelqu'un est rentré ou sorti en plein milieu de la nuit parce qu'il y a un party le mardi soir à 2h du matin, alors que, ben, c'est ça. Moi, je travaille, puis on a de l'école demain matin, donc c'est une autre réalité. Des voisins qui stationnent pas au bon endroit, donc on a un grand stationnement collectif qu'on partage à 4 immeubles, donc il y a des voisins qui stationnent pas au bon endroit, qui laissent les excréments de leurs chiens traîner un petit peu partout. Donc, c'est pour moi des mesures que je me dis, c'est la base. C'est vraiment la base. Eh bien, non. Puis, sur le sentiment de sécurité, alors que j'espérais justement me sentir davantage en sécurité parce que, bon, dans mon ancien immeuble, il y avait eu des interventions policières, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu stressant là, de rentrer chez soi puis tu sais, ben, je suis peut-être pas en sécurité chez moi, puis j'ai des enfants, puis je me sens pas... mais que finalement, non, ça se reproduit là aussi. Donc, des interventions policières, des conflits, on entend des conflits assez importants où on se pose la question, en fait, est-ce que je suis en train d'être témoin de violence conjugale? Est-ce que je dois appeler la police? Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois faire quelque chose? L'an passé, une voiture en flammes dans mon stationnement. Donc, un voisin probablement avec des relations houleuses avec certains groupes organisés donc, tu sais, c'est vraiment un stress immense, là, tu sais, puis quand on est témoin de tout ça, c'est vraiment difficile. Donc, ça, c'est plein d'aspects de ce genre-là. Puis, ce que j'ai compris aussi, que ça dépend beaucoup de l'engagement du propriétaire, qui va finalement, par sa déresponsabilisation, nous faire porter sur le dos des locataires des enjeux, puis finalement, ça cause des conflits. Pour Alexis et Catherine, tous deux habitants au centre-ville de Sherbrooke, c'est l'entraide et la coopération qu'ils retiennent de leur cohabitation. Des mots-clés qu'on retrouve également chez plusieurs locataires de logements sociaux et communautaires. Moi, je suis vraiment emballé là, de savoir c'est quoi le nom de la personne qui habite à côté de moi, puis comment est-ce qu'on peut s'entraider dans notre vie locative. On parle de mutualisation des ressources. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est responsable de la gestion des services Internet qu'on distribue à travers le bloc appartement. Puis ça, ben, ça rend le prix très abordable pour tout le monde, même les gens qui vivent seuls. Et ben, ça permet justement d'entretenir des contacts. Là, sinon, c'est ça, on a organisé aussi récemment là, un 5 à 7 de voisins parce que on se connaît tous un peu individuellement, mais ces gens-là sont pas nécessairement rassemblés entre eux à un seul et même endroit. Et c'était vraiment chouette de justement pouvoir apprendre un peu plus qui sont ces personnes-là qu'on croise tout le temps. Tu sais, voisins, on peut très bien partager un corridor, mais il y a des choses qu'on laisse sur le passage, un vélo, on ramasse du courrier des fois, des colis. Souvent, je sais pas, les compagnies de livraison font pas trop attention, puis même ça donne pas la peine de laisser le colis à l'intérieur du bloc. Donc moi, quand j'en vois un, puis je sais c'est à qui, ben je vais juste le monter, je le rentre dans le bloc, je le mets à la porte, puis c'est sur mon passage de toute façon. J'ai tellement entendu d'histoires de gens qui sont volés les colis, c'est juste la plus naturelle des choses pour moi. Puis vraiment cet esprit-là de solidarité entre locataires. Tu sais, récemment, justement, avec le 5 à 7 de voisins, ce qu'on a compris, c'est un peu que les hausses de loyer étaient un peu au hasard. Là. En fait, ouais, c'est ça, même, c'est ça, les prix étaient pas tant équitables d'une unité à l'autre. Donc ça, c'est le nombre de bénéfices qu'on a, tu sais, que là, janvier s'en vient, on va avoir nos avis d'augmentation, mais on va pouvoir se parler et dire, OK, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ben, c'est vraiment ça, là, l'esprit de coopération, puis en fait, c'est, tu sais, qu'on s'ignore pas. Tu sais, j'avais jamais vécu ça avant, en fait, là, genre vraiment parler à mon voisinage, faire des affaires avec mes voisins, tu sais, on s'invite chez un, chez l'autre, se faire des services puis tout ça, tu sais, moi j'étais plus habituée, tu parles pas à tes voisins ou t'es croises pratiquement jamais, il y a trop de logements, tandis que là, tu sais, on se voit, c'est le fun. Fait que le fait d'être en collectivité, c'est ça, c'est qu'on veille un petit peu les uns sur les autres, certains rapports d'intimité et d'amitié qui se créent à un moment donné. Fait que c'est sûr que ça, c'est plaisant, tu sais. Mes voisins, c'est pas des étrangers. Ben, moi, c'est Rosalie. En fait, j'habite au Communard, qui est une coopérative d'habitation, mais sous le format de maison de chambre, en fait. Donc, on est comme c'est ça, on est une coop, donc on est propriétaire de la bâtisse dans laquelle on habite, mais tous nos espaces sont communs à part nos chambres.
puis on est à Sherbrooke. C'est une personne qui aime ça être bien entourée. Fait que quand je rentre chez moi, je trouve ça le fun qu'il y ait de la vie. Il y a toujours de la vie. Puis si j'ai envie d'être toute seule, ben là, j'ai ma chambre, puis j'ai mon espace, puis je me trouve d'autres stratégies pour être toute seule. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fun. En fait, on a une grosse bibliothèque de jeux de société. On fait des soirées cinéma. On se fait des soirées de discussion de plein de choses. Moi, c'est des choses qui m'animent d'avoir des gens autour de moi puis d'avoir des colocs. J'ai toujours aimé ça, vivre avec beaucoup de monde. J'ai toujours habité avec beaucoup de monde, en fait. C'est sûr que ça prend quand même cette ouverture-là de constamment habiter avec des gens. Puis c'est sûr que c'est de la gestion, puis c'est d'autres défis. On parlait du jardin, on a un compost, un vermicompost, on fait nous-mêmes les travaux, on a une rencontre par semaine, en fait, où on en profite pour faire une activité tout le monde ensemble pour que, comme vraiment, on crée aussi cette ambiance-là de groupe, puis qu'on soit pas juste des colocataires qui se croisent dans les corridors. Là, on essaie vraiment de créer une ambiance un peu familiale autour de la maison. Et la notion de famille, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les discours des personnes qui ont témoigné de leur expérience. Pierrette Pierronnet, une locataire en OSBLH à Châteauguay, et Nicole Couture, une locataire en HLM à Sherbrooke, l'ont aussi soulevé. Moi, je dirais pas, je miserais pas vraiment sur l'amitié. Parce que premièrement, l'amitié, c'est pas quelque chose qui est garanti. C'est comme l'amitié peut venir, ça peut commencer aujourd'hui, puis demain, tu détestes la personne. Plutôt un respect mutuel. C'est que non seulement c'est une communauté, ça c'est bon. C'est super bon, la communauté, le fait de vivre en communauté, mais mon Dieu, les gens se mêlent pas de leurs affaires. Ça, c'est incroyable. Tout le monde est au courant de tout. Tout le monde sait, elle a un nouveau chum. Ça, c'est un nouveau char. Tout le monde sait tout. C'est fou, là. C'est comme un petit village. Tout le monde est au courant de tout. On sait qui est enceinte, qui va donner naissance. C'est comme, wow. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est déjà arrivé dans l'assemblée que quelqu'un s'est fâché. Puis, je pense qu'elle a peut-être senti qu'il y avait des locataires qui contrôlaient ses grossesses. C'était ça l'affaire. Puis là, elle a parlé de ça. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, vraiment, ce que les gens contrôlent l'utérus des gens. C'est ça le désavantage, mais c'est pas méchant. C'est comme ça. Quand on vit en communauté, c'est comme vivre dans une grosse famille. Il y a des personnes, tu vas voir un cousin que tu vas aimer, puis l'autre cousine, tu vas dire, un nom qui est un peu fou, puis l'autre qui est bas. C'est comme ça en communauté. C'est comme une grosse famille. Il y a personne qui est parfait. C'est juste qu'on essaie tous de s'accommoder puis vivre en harmonie. Ben ici, on est comme une petite famille. Étant donné qu'on se connaît pas mal toutes, on est capable de s'entraider. Moi, j'avais fait à un moment donné une feuille, puis c'était marqué code de vie. Éviter du commérage dans les corridors ou dans les centres communautaires. Si vous avez des conflits, essayez de vous entendre. Parce que moi, j'ai déjà suivi une formation pour la médiation. Donc, ça aussi, je suis allée me chercher des ressources pour être capable de voir qu'est-ce que c'est que je peux faire pour leur aider. Puis, même ici dans l'immeuble, les gens de l'office sont en train de dire, je sais pas pourquoi on passe la balayeuse chez vous, mais nous autres, s'il y a quelque chose dans les corridors, on se penche puis on le ramasse. C'est pas toujours la même personne non plus, là. Et c'est sûr que c'est une façon de leur dire, on entretient notre immeuble, c'est chez nous, puis si on veut garder un immeuble propre, ben il faut partager aussi les tâches. Puis je te dirais qu'au mois d'août, on a signé la charte de bientraitance. Donc, c'est affiché dans la salle communautaire. Les locataires l'ont signé. On a une feuille avec les signatures. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive dans notre bloc à nouveau, on lui présente la charte. Donc, elle sait que nous autres, là, les discussions là, négatives, là, je te dirais même qu'à un moment donné, il y en a un qui faisait de l'intimidation et de l'harcèlement. On a porté plainte. Il a été averti par lettre et rencontre individuelle. Puis aujourd'hui, quand il nous rencontre dans les corridors, il dit bonjour madame, puis excusez madame, puis pas mal plus gentil. On veut pas que ça continue des choses comme ça. Fait on est aux aguets aussi de la violence là. Fait que Tu sais, quand on parle de l'expression « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin », ben quand on prend le temps de s'arrêter puis de regarder chaque côté de la rue, on se rend compte que c'est un peu partout pareil. En se penchant sur les relations de cohabitation entre locataires, nous tenions à mettre en lumière l'influence que peut avoir l'insertion du soutien communautaire en logement social au sein d'un milieu de vie. Pour l'occasion, Claude Sirois, un gestionnaire qui fait également un travail d'intervenant à la Frome, nous partage à son tour un témoignage qui montre l'envers de la médaille, celui du travailleur qui accompagne des locataires. Bon, écoutez, il faut se mettre en contexte. Pas parce que tu demeures dans un bloc
aussi qu'il y a des logements subventionnés, que ta vie appartient à l'organisme. T'es chez vous, t'es dans ton appartement, t'as le droit à ton intimité, à ta vie privée. Maintenant, tu dois collaborer à la communauté, à la petite communauté qui est ton organisme. Donc, faut que cet organisme-là puisse vivre. Et pour vivre, c'est sûr que ça prend une participation active à la vie du groupe. Ça veut dire assister à l'Assemblée générale annuelle, participer dans différents comités si possible, ou du moins aux fêtes ou aux activités que l'organisme va organiser. Donc, la plupart des locataires, il y a plusieurs locataires qui ne s'impliquent pas ou peu, qui restent chez eux. Ils ont le droit, c'est totalement correct. Là. Par contre, il y a plusieurs locataires aussi qui envoient un bénéfice de participer à la vie active du groupe. Par exemple, construire un jardin communautaire ensemble, ça permet des échanges à l'extérieur, de vivre ensemble, puis de s'échanger des légumes, puis de s'échanger des conseils, puis de jaser, puis de parler de la pluie, puis du beau temps, mais plein d'autres choses aussi. Donc, quand tu crées des liens entre les locataires, c'est un peu notre objectif, comme ça, comme intervenant en soutien communautaire, permettre de la création de liens entre les locataires. Quand ces gens-là créent des liens entre eux, c'est plus facile par la suite, quand il y a des risques de conflits, de désamorcer ces conflits-là. Je vais te citer un petit bout du cadre de référence en logement soutien communautaire. Le soutien communautaire recouvre un ensemble d'actions qui peuvent aller de l'accueil à la référence, en passant par l'accompagnement auprès des services publics, la gestion des conflits entre les locataires, l'intervention en situation de crise, l'intervention psychosociale, le support aux comités de locataires et aux autres comités de l'organisation communautaire. Maintenant, on a la définition officielle. Donc, ça se définit comment? C'est de soutenir les gens dans l'exercice de leurs droits. Pour ça, faut que les gens comprennent leurs droits. Faut qu'ils comprennent aussi leur responsabilité qu'ils ont. T'sais, parce que on peut bien revendiquer plein de droits, mais on a des responsabilités comme individu. Ça, ce bout-là, des fois, c'est pas tout le temps clair pour eux autres. Ensuite, permettre à ces gens-là de trouver les ressources nécessaires, puis d'organiser leur vie, pour qu'ils soient capables d'être fonctionnels. Donc, en permettant des échanges entre eux, des fois, ils vont s'entraider. C'est de l'organisation à la vie courante. Ensuite, il y a un autre point qui est l'aide à la vie collective ou associative. C'est de permettre aux gens qui habitent le bloc d'avoir une vie sociale, de s'organiser. Oui, il y a le conseil d'administration, l'organisation du conseil d'administration, puis lui, il y a une grosse tâche, c'est de gérer l'ensemble immobilier, puis de gérer l'ensemble des règlements, puis la corporation en soi. C'est une responsabilité légale et civile importante, mais il y a plus que ça dans la vie d'un groupe. Il y a plein d'autres petits comités. Par exemple, le comité de loisirs ou social qui organise avec le soutien communautaire la fête d'Halloween à chaque année, ça crée un pôle d'attraction qui est intéressant pour eux, puis une vie active aussi. Ça développe la culture entre les individus. Ça élargit les horizons. Et on peut terminer avec l'autre point qui est les activités de type de relation d'aide. Comme soutien communautaire, on est là pour écouter, on est là pour entendre, trouver des ressources et des références à ces gens-là, de l'accompagnement aussi si le besoin est. Quand on commence un nouveau groupe comme soutien communautaire, c'est toujours délicat et c'est toujours compliqué. Parce que tu as une partie de ton travail qui est de l'observation. Il faut que tu saches dans quoi tu baignes. Quand tu rentres dans un milieu de vie, quel qu'il soit, je suis où moi là? J'arrive pas avec mes grands sabots dire voici ce que je vais faire puis voici comment je vais enlier mes flûtes. Faut que tu prennes conscience du milieu dans lequel que t'es. Il y a des conflits, il y a des territoires, il y a des clics, il y a un peu de tout ça dans un bloc appartement, quel qu'il soit. Que ce soit un 8 logements, un 16 logements comme ici à Pâle ou un 46 logements, c'est la réalité. Il y a une vie qui est là, qui est active, qui est présente. Souvent, c'est pas nécessairement le bon côté des choses. Parce que tout ce que tu as comme relation, quand il n'y a pas de soutien communautaire dans un bloc, c'est les risques de friction que tu as avec les autres. Donc, le locataire que tu trouves fatigant parce qu'il laisse traîner ses poubelles dans le corridor. L'autre parce qu'il fait du bruit. Parce que ci, parce que ça. C'est ça qu'on remarque plus chez les autres. Pas le sourire Madame Chose parce qu'elle sort pas à cause de ça, justement. Quand on arrive là comme soutien communautaire, il faut créer des liens. Il faut permettre à ces gens-là d'échanger entre eux. Mais comment qu'on fait ça? Faut briser la glace. Ici, à Pâle, tu vois, ça a été beaucoup justement avec les jeux de dés, les jeux de cartes au début. Puis, ça l'a perduré dans le temps. Je me souviens d'excellentes soirées où c'est qu'on a tellement ri. On était 6-7 autour de la table à jouer aux cartes, à rire. Puis ça crée des liens forts, ça. Puis après ça, les gens, ont une perception différente des autres. Le financement d'un tel service de soutien est coûteux et malheureusement insuffisant.
Jacques Beaudoin, le directeur des affaires publiques et juridiques du Réseau québécois des OBNL d'habitation, nous a vulgarisé les principales revendications visant la mise à jour du cadre de référence dont nous avons entendu parler plus tôt. Par rapport spécifiquement à ce qu'on appelle le soutien communautaire en logement social, il y a différents enjeux. Une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que oui, il y a eu un cadre de référence d'adopté en 2007 qui était le fruit d'un travail d'élaboration collectif avec les partenaires du secteur et les partenaires gouvernementaux. Il y a eu une enveloppe budgétaire qui a été allouée, mais après ça, il y a eu très peu de suivi sur l'application et la mise en œuvre du cadre de référence. Il devait y avoir un comité national de suivi qui s'est réuni 2 fois en 13 ans. Et la fameuse enveloppe, elle a été renouvelée à chaque année. Tant mieux, mais elle n'a jamais été indexée jusqu'à l'année 2020-2021 finalement. Fait que c'est sûr que notre secteur a été amené à demander d'une part à ce que ce comité national de suivi-là fonctionne, à ce qu'il y ait donc une évaluation des pratiques, une évaluation du cadre de référence lui-même après une douzaine d'années. Encore là, c'est une difficulté qui a été rencontrée. Là, dans certaines régions administratives, il y a même des cas où l'argent a été conservé dans les établissements du réseau, puis il n'a pas été décentralisé dans le secteur du logement. On voulait une relance du comité national de suivi. Ça a finalement été fait. On voulait une mise à jour du cadre de référence. Il y a des travaux qui ont été faits et ça s'en vient incessamment. Il y a un nouveau cadre de référence qui va être publié et mis en œuvre. On voulait une augmentation du financement. C'est sûr qu'en 2007, l'enveloppe de 5 millions, à l'époque, les autorités reconnaissaient que c'était insuffisant par rapport aux besoins qui avaient été identifiés. Jusqu'à 2020-2021, il n'y avait jamais eu d'augmentation. Non seulement, il y a le coût de la vie qui a augmenté pendant ces années-là, mais le parc de logement social et communautaire, juste du côté des OSBL d'habitation, est passé de 35 000 unités en 2007 à 54 000, près de 55 000 en 2020-2021. C'est des nouveaux projets qui ont été réalisés. Et dans ces projets-là, il n'y avait pas de fonds disponibles pour déployer des interventions en soutien communautaire. Le secteur, en 2018, évaluait, là, on parle à la fois des coops, les offices d'habitation et les OSBL, on évaluait à 30 millions minimalement le besoin pour un rehaussement de l'enveloppe. Là, on est rendu, on va être bientôt en 2022, on va même parler de 35 millions en fait, là, parce que 4 ans ont passé depuis qu'on a fait cette évaluation-là. On a obtenu une première augmentation de l'enveloppe en 2020-2021 qui est passée de 5 millions à 8,3 millions. C'est un 60% d'augmentation. C'est une grosse augmentation en fait. Quand on regarde un budget du gouvernement avec un poste budgétaire qui augmente, tant mieux. On l'a pris comme une bonne nouvelle, mais en même temps, on est encore très loin d'avoir ce qu'il faut pour répondre aux besoins. Puis encore aujourd'hui, il y a des projets pour personnes âgées, pour des familles, pour des personnes qui ont des besoins particuliers, qui sont construits, qui sont réalisés, qui ouvrent et où il y a aucun fonds disponible pour déployer ce type d'intervention-là. Le maire Labombe, il avait très bien cadré le besoin. Il disait investir de l'argent public pour construire du logement pour des gens qui, peut-être dans certains cas, vivent dans la rue. C'est une nécessité. C'est la première étape. Mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres si après ça, on s'assure pas d'un suivi avec les personnes, puis qu'on leur donne pas les outils pour se prendre en charge, puis pas se retrouver éventuellement dans une situation où ils vont se retrouver encore à la rue 6 mois ou 1 an ou 2 ans ou 3 ans plus tard. Sinon, c'est qu'on a raté notre coup. Présentement, il y a une déconnexion, c'est-à-dire que le développement n'est pas nécessairement arrimé avec les besoins des personnes. En arrêtant notre loupe sur la grande région de la ville de Sherbrooke, nous abordons un territoire possédant un haut taux de ménages locataires et dont la population diversifiée est formée majoritairement de familles et d'étudiants. D'un côté, l'Association des locataires note que jusqu'à tout récemment, très peu de familles cherchaient de l'aide pour se loger, alors que maintenant, c'est au moins la moitié des appels qu'ils reçoivent. De l'autre, avec 2 universités et 3 cégeps, la population étudiante est aussi confrontée à la précarité et les associations étudiantes réclament d'ailleurs la construction de logements sociaux et de résidences qui leur sont spécifiquement destinés. De plus, notons que l'enjeu de l'abordabilité des logements est au cœur des discussions à Sherbrooke. L'arrivée d'Ubisoft et le développement de projets de revitalisation du centre-ville nous forcent à nous demander si cette transformation des quartiers ne va pas favoriser l'importation d'un mode de vie qui va encourager les augmentations de loyers. Martin Bécotte, le directeur de notre fédération,
s'est donc entretenu avec les porte-paroles des organismes communautaires et publics pour brosser un portrait concret de la situation actuelle afin de tourner notre regard vers l'avenir. Alors, on a réuni autour de la table des personnes qui ont généralement accepté de participer à cette table ronde. Donc, entre autres, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition, entre autres sur les enjeux de la famille, qui siège à titre de députée depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Mme Évelyne Baudin, nouvelle mairesse de la ville de Sherbrooke, élue le 7 novembre dernier sous la bannière Sherbrooke Citoyen. Mme Marie-Claude Bégin, directrice de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. Célia Félix Dagenet, intervenante communautaire à l'Association des locataires de Sherbrooke. L'Association des locataires qui est un organisme qui défend et promeut les droits des locataires. Madame Denise Godbout, directrice des habitations L'Équerre et présidente de la Fédération régionale des OSBL d'habitation. L'Équerre est un OSBL d'habitation qui possède 248 unités de logement à Sherbrooke dans 27 immeubles. Madame Kenza, intervenante en sensibilisation à l'Escale. L'Escale est un organisme qui supporte les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qui offre entre autres des services de suivi, de consultation, d'hébergement. Monsieur Guillaume Brien, directeur de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie et également directeur du groupe de ressources techniques Entraide Habitat Estrie. Madame Isabelle Guérard, la coordonnatrice de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Monsieur Tariq Tahiri, intervenant à l'accueil des nouveaux arrivants au service d'aide aux néo-canadiens de la ville de Sherbrooke. Monsieur Alexandre Guimont, directeur du regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et Madame Amber Marchand, une locataire qui habite un logement dans la ville de Sherbrooke. Alors, avant de débuter notre conversation, je vais faire un peu un état de la situation. Donc, on trouve à Sherbrooke 170 000 habitants. Sans compter les autres MRC avoisinantes, on constate vraiment une pression énorme avec la crise du logement. Les loyers ont augmenté de 16 % en 2021 et le taux d'occupation se situe à 1,3 %. Le 1er juillet dernier, c'est une soixantaine de familles qui se sont retrouvées sans toit et ça a pris vraiment jusqu'à la fin de l'automne avant qu'on puisse leur trouver un endroit où se loger et on peut se questionner sur les conditions d'habitation de ces personnes-là, quel type de logement on a pu leur trouver et dans quelles conditions. En plus de toutes les personnes qui ont trouvé un logement, ont pris un logement trop cher ou inadapté à leur famille, étant donné qu'il faut bien rester quelque part, donc ils ont accepté des conditions d'habitation désagréables. D'ailleurs, à Sherbrooke, on trouve un pourcentage de locataires plus élevé que la moyenne nationale au Québec, qui est autour de 33 %. On retrouve dans la circonscription de Sherbrooke 60 % des ménages qui sont locataires, dans la circonscription de Saint-François, 40 %. La semaine dernière, il y avait un mini-budget, donc on attendait des annonces importantes pour débloquer les 10 000 unités d'accès logis qui ont été budgétées dans les années passées, mais pour lesquelles il manque des fonds à l'unité. Donc, ça aurait permis la construction rapide de 10 000 unités de logement. Il n'y a pas eu d'annonce. On a plutôt annoncé un nouveau programme à définir dans lequel on va permettre aux promoteurs privés d'avoir des subventions pour développer du logement abordable. On ne vient pas définir la pérennité et l'abordabilité de ces logements-là. Il y a 116 unités à Sherbrooke. Là, on était rendu à l'appel d'offres. On a reçu des offres des entrepreneurs. Ils sont sortis à 10 millions au-dessus du budget de construction. Donc, on n'a pas pu mettre en chantier ces unités-là. C'est un exemple d'un financement supplémentaire qui nous aurait permis de livrer des logements rapidement. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander, c'est quoi la réalité des derniers mois que vous voyez sur le terrain? Je commence avec vous, Madame Labrie. Là, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui interpellent votre bureau de circonscription pour témoigner de la situation ou en tout cas demander de l'aide. On voyait au début, c'est que les personnes qui avaient de la difficulté à trouver un endroit pour se loger, c'était souvent les personnes qui vivent avec un handicap, donc qui ont besoin d'un logement universellement accessible. Les grandes familles nombreuses avaient de la difficulté à se trouver un logement aussi. Les personnes seules avaient de la difficulté à trouver un logement à la hauteur de leurs revenus. Mais de plus en plus, ça s'est vraiment diversifié le portrait des gens qui ont de la difficulté à se loger. Ça touche même des couples de jeunes professionnels sans enfants qui ont vraiment du mal à trouver un endroit où vivre. Donc, on voit que le problème s'est accentué, puis c'est plus seulement les personnes qui sont les plus précarisées là, qui sont touchées par cet enjeu-là. Il y a un besoin important de nouveaux logements abordables. Il y a un besoin important aussi d'encadrer les hausses des loyers, d'encadrer l'entretien des logements aussi. Beaucoup de gens vivent dans des logements qui sont mal entretenus. On a la difficulté à exercer leur recours pour ça. On a la difficulté à exercer leur recours pour des hausses de loyers abusives. D'abord, il y a peu de gens qui connaissent leurs droits, puis quand ils les connaissent, ces recours-là sont très peu efficaces. Donc ça, c'est un problème majeur.
connexe à l'enjeu du logement, il y a l'enjeu de l'accès à la propriété aussi. C'est de plus en plus présent à Sherbrooke aussi. Ça vient toucher d'autres types de personnes qui vont donc rester en logement plus longtemps à défaut de réussir à s'acheter une propriété. Et ça vient accentuer l'enjeu d'accès à des logements aussi. Célia Félix. D'abord, je voulais dire que pour la suite, j'aimerais féminiser quand je parle des locataires parce que la majorité des locataires sont des femmes. Puis ça, c'est pas un addon, c'est parce que les femmes au Québec sont en moyenne plus pauvres que les hommes et la majorité des propriétaires sont des hommes aussi. Mais j'aimerais entendre pour ça Kenza de l'Escale de l'Estrie, là. Ben, en fait, c'est sûr que nous, l'impact principal qu'on remarque du côté des femmes qui nous appellent, qui demandent des services, c'est vraiment la difficulté justement à quitter la relation parce qu'on n'a pas accès à un logement pour partir. Tu sais, une maison d'hébergement, c'est un refuge qui est temporaire. On parle, par exemple, ici à l'Escale d'un 6 à 8 semaines habituellement qui peut être offert à la femme. Fait que c'est sûr qu'après le 6 à 8 semaines, idéalement, il faut que la femme puisse avoir un endroit où aller. Quand c'est pas le cas, ben parfois la femme va retourner vers le conjoint parce que justement c'est plus facile, puis sinon, ben ça va être difficile justement d'aller chercher un logement ailleurs. On va diminuer les standards justement de ce qu'on recherche. On va prendre un 3,5 alors qu'on a des enfants, puis on va dormir dans le salon pour faire dormir les enfants dans une chambre. Donc, c'est quand même un défi assez grand à ce niveau-là. C'est sans parler justement des femmes qui vont justement visiter des appartements, qui arrivent quand même à avoir accès à des offres de logement, mais qu'après ça, bon, ils passent pas au crédit parce qu'il y a eu tellement de violence économique que justement, on a un crédit qui est absolument horrible. C'est des femmes souvent qui vont être très isolées à cause de la violence aussi et donc qui n'auront pas nécessairement des proches qui vont pouvoir co-signer des bails, qui vont pouvoir les soutenir dans les démarches de recherche de logement puis de déménagement. Donc, c'est quand même des gros défis au niveau vraiment de non seulement quitter la relation, mais après ça, se relocaliser finalement. Merci, Mme Guérard, pour les personnes âgées. En ce moment, il y a les personnes âgées qui ont besoin d'avoir accès à des services de maintien à domicile, services de santé ou autres services de maintien à domicile. Pour obtenir ces services-là, pour pouvoir demeurer le plus longtemps possible à la maison, il y a des listes d'attente. Qu'on fasse une demande au CIUS ou dans une ESAD, il y a des listes d'attente pour recevoir ces services-là. Donc, les personnes viennent souvent à le cas typique. Souvent, c'est une chute. La personne se retrouve à l'hôpital et elle apprend à l'hôpital. On lui annonce qu'elle ne peut pas retourner chez elle, qu'elle doit aller dans une RPA. Alors là, on se retrouve dans des RPA qui sont extrêmement dispendieuses, de coûts moyens de 1 800 $ par mois sans service. Là, on parle pas de tout d'un tout compris là, avec les 3 repas par jour. Là. Alors, c'est vraiment extrêmement dispendieux. Là, on pourrait parler aussi des crédits d'impôt maintien à domicile pour les personnes de 70 ans et plus qui n'ont aucun bon sens de la façon que c'est administré en ce moment. Oui, les personnes en RPA ont besoin de ce crédit-là pour aider à payer une partie du loyer, mais c'est une façon déguisée de subventionner les grandes RPA. Et si on regarde l'utilisation de ce crédit-là pour les personnes aînées de 70 ans et plus qui sont à domicile, je parle de leur maison ou d'un logement qui n'est pas une RPA, ben très peu, c'est autour de 350-400 $ par année et pas par mois que les gens bénéficient de ce crédit-là. Donc, les gens doivent réfléchir pour rester le plus longtemps possible à la maison sans être obligés de déménager en RPA, doivent réfléchir à des solutions. Donc, les solutions, c'est le logement social, c'est le logement communautaire. On parle moins de logement abordable parce qu'un logement abordable aujourd'hui, on se questionne vraiment sur c'est quoi l'abordabilité d'un logement. Là, quand on voit là, des 4,5, 5,5 là, à 1 400, 1 500 $ par mois, pas ça très abordable. Là, même à 1 100, 1 200, là, personnellement, je peux pas me payer ça. C'est déjà difficile pour les gens qui habitent à Sherbrooke de trouver du logement. J'imagine que pour les nouveaux arrivants, ça doit être vraiment tout un défi, M. Terry, de trouver un logement. Et ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que quand on parle des personnes de la communauté immigrantes, il faut savoir qu'on a des personnes âgées, donc qui souffrent des problèmes des personnes âgées de Sherbrookeois, Québécois, des mamans monoparentales, des gens qui nous viennent seuls. Donc, ils ont
ils partagent la même problématique que les autres, mais aussi il y a un étiquetage qui est l'étiquetage des migrants, nouveaux arrivants. Et puis, première des choses que je pourrais dire, c'est qu'ils rencontrent, la plupart rencontrent, et je mettrai l'accent sur certaines communautés que je nommerai pas, mais elles rencontrent une discrimination. Malheureusement, quand on approche la famille, puis qu'on commence à donner, quand on approche les propriétaires, on commence à donner des noms, etc. Des fois, il y a des réticences et des fois même des refus. Et puis, certains, ils arrivent à nommer les raisons, les causes de leur refus. Et puis, il y a l'incapacité des surenchères. Par exemple, les familles qui nous arrivent, ils ne peuvent pas surenchérir vu la limite de leurs ressources. Ils n'ont aucune épargne qui peut leur permettre de faire ça. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi notre limite dans notre mandat. Nous, on essaie de les accompagner. On a une expérience terrain. On a des partenaires sur qui on s'appuie. On essaie de s'appuyer sur eux mais c'est très limité parce que la réalité de terrain impose, et puis nous, on essaie de louer à notre nom des logements temporaires afin de leur permettre au moins d'encaisser un peu ces exigences-là. Mais on rencontre des limites aussi. C'est difficile pour nous d'essayer d'accompagner au maximum ces personnes. Merci, M. Guimond. Pour les étudiants, j'imagine que la situation est difficile également. Pour la communauté étudiante aussi, c'est vraiment pas reluisant le portrait des dernières années, surtout dernièrement. Nous, c'est l'unité de travail en implantation de logements étudiants là, qui nous fournit beaucoup de données avec les enquêtes fortes. Il y a un nouveau rapport qui va sortir en début 2022. Là. On a déjà les données, mais le rapport n'est pas sorti. La population étudiante paye en moyenne 15 à 20% plus pour son loyer que la population en général. Le taux d'effort est toujours plus à risque et il y a beaucoup de précarité financière. C'est sûr que pour nous aussi, c'est croisé. Là. Il y a la population étudiante internationale vit du racisme systémique aussi pour se trouver des logements. C'est vraiment inquiétant la situation. On s'assoit avec l'UTIL et la FIRST en ce moment là pour essayer de créer un logement justement pour la communauté étudiante à Sherbrooke. Sinon, c'est ça. Ça va pas super bien. L'Université de Sherbrooke a dû payer des chambres d'hôtel là, comme la ville aussi à la population étudiante qui était pas capable de se loger au début de la session à l'automne. Merci. J'aimerais ça interpeller les fournisseurs de logements sociaux et communautaires. Là. J'imagine que les gens affluent énormément à la porte de vos bureaux là, pour chercher désespérément un logement. Donc, Madame Godbout, comment ça se passe pour l'écart là, sur le terrain? Ah, bien, c'est à peu près une dizaine de téléphones par semaine qu'on a, que les gens veulent un logement. Pas pour dans 2 mois, maintenant. Les gens, quand ils nous appellent, ils nous disent beaucoup ils ont beaucoup de rénovictions. Ça, c'est avec quelques reprises là que le propriétaire insistait pour qu'il quitte. Il savait pas comment se défendre sur ce problème-là. Donc, c'est ma liste d'attente. Le monde est en détresse quand ils nous appellent. Ils nous rappellent la semaine d'après, ils nous rappellent. Il y en a plusieurs là, qui nous rappellent à toutes les semaines. Madame Bégin, comment ça se passe à l'OMH? On parlait tantôt de 800 noms sur la liste. Donc, j'imagine que le premier réflexe des gens qui se retrouvent à la rue ou qui ont des difficultés de logement, c'est d'interpeller l'OMH là, pour la communauté de Sherbrooke. Mais même, je te dirais, là, ça a augmenté dernièrement, donc c'est presque 900 présentement. Vous avez fait là d'entrée de jeu là, le lien avec le projet de la gâte là, au début de la rencontre. Le projet de 116 unités, en fait, oui, on veut le mener à terme, mais présentement, le processus est tellement complexe au niveau de la construction du logement, les soumissionnaires, les coûts dépassent les budgets qu'on a présentement, qui fait en sorte, là, si je vous donne un exemple, là, si j'acceptais le plus bas soumissionnaire là, des dernières semaines, mon 3,5 en bout de ligne après la construction, je devrais le louer presque 900 $ par mois. Donc, on n'est plus dans le logement abordable là, présentement avec les moyens qu'on a puis les budgets là, pour la construction de logements sociaux. Puis, ce qu'on remarque également à l'OMH, parce que nous gérons également là, le programme de supplément au loyer qui se trouve à être des unités de subvention là, pour des gens qui habitent là, chez des propriétaires là, dans le marché privé. On remarque aussi que les propriétaires veulent mettre fin à ces ententes-là de programme de supplément au loyer. Donc, présentement, nos gens qui ont un programme de supplément au loyer réintègrent nos listes d'attente pour venir habiter dans un logement là, social. Alors que c'est le choix d'intervention qu'a choisi le gouvernement, hein, c'est d'ajouter des unités PSL plutôt que des unités de logement. Et puis, c'est les propriétaires privés qui le demandaient, mais finalement, ils souhaitent pas tant que ça, hein, parce que ça vient avec un contrôle des loyers qui est fait par l'OMH. Mais j'aimerais vous entendre sur les solutions. Monsieur Brien. Les solutions sont multiples. D'abord, il y a une notion de rénover aussi. J'ajoute ça là, des logements existants sans gentrifier. Donc, il y a quand même tous les partenaires
privés de plusieurs grosses fondations au Québec, SCHL, SHQ, se sont regroupés et ont fait le fonds capital social d'investissement immobilier, justement pour permettre d'acheter et rénover des unités par des coops ou des OBNL existants. Si on réussit à faire ça, on les sort du marché, on les rénove, puis on arrive à le faire et à les garder à coût abordable. Après ça, pour la construction neuve, le gouvernement québécois a annoncé un nouveau programme, mais dans le fond, un mini-budget avec 500 unités pour tout le Québec sur 5 ans, ce qui est ridiculement bas. Là. Si on regarde les grandes revendications, on est plus à 5000, puis dans le fond, ça, c'est pour arriver à répondre aux besoins. Mais si on vient plus micro pour Sherbrooke, moi, je pense qu'il faut interpeller les entrepreneurs à être intéressés à participer, non pas comme promoteurs, mais comme entrepreneurs dans les projets, puis que les groupes restent porteurs. Donc, les coop et les OBNL, on a plusieurs projets à Sherbrooke, plusieurs qui pourraient se réaliser. Pour notre part, nous, le GRT, il y a une vingtaine de projets. Il y en a quand même plusieurs qui sont à Sherbrooke. Et l'enjeu est vraiment financier à ce niveau-là. On pense que ça prend la volonté de dire on investit dans la pierre et dans la personne aussi. Et les résultats, est-ce que ça fonctionne? Ben oui, il y a une pérennité parce qu'au bout de 20-30 ans, on est 20 à 30% en bas du marché, puis on le fait quand même, à part le financement du début, de façon autonome par la suite. Donc ça m'apparaît des projets pérennes dans lesquels il faut investir. Il y a des enjeux et il y a des solutions. Je vous dirais le seul bémol, contrairement aux enlignements gouvernementaux actuellement, c'est de pas donner l'aspect promotion au privé. Parce que le privé est déjà impliqué depuis des années, entrepreneurs, architectes, ingénieurs, c'est tout du privé, ça. Mais les coops, les OBNL peuvent très bien porter leurs projets accompagnés par les groupes, les GRT, les groupes de ressources techniques qui, eux, sont sans but lucratif, avec pour mission vraiment d'appuyer les groupes. Là. Donc, c'est deux mondes quand même. Là. On voit un danger, puis je termine avec ça, au fait de dire, je te donne une subvention, mais tu t'engages pour 5 ou 10 ans. Ce qui est très court, qui enlève la pérennité, qui enlève le fondement même de ce qu'on travaille depuis 40 et 50 ans, c'est-à-dire à faire des trucs qui sont pérennes et qui sont portés idéalement par les gens qui y habitent aussi. Il y a une dérive là inquiétante. Merci, Mme Baudin. Quelle solution la Ville de Sherbrooke entend mettre en place là, pour répondre à la crise? Déjà, je répéterai pas ce que M. Brien a dit, mais je pense qu'il a vraiment fait un bon résumé de ce qu'il faut faire. Il faut se tourner davantage vers le privé pour qu'ils soient partenaires, mais il faut s'assurer que ce soit des OBNL et des coops qui soient les propriétaires à long terme. Là. Il faut cogner sur le clou auprès du gouvernement par rapport à ça parce que c'est facile de croire que le privé est capable de faire ce que nous on fait dans les OBNL et les coops, mais c'est pas vrai. Le simple fait que ce soit une entreprise à but non lucratif, ça change tout. Alors, ce qu'on m'a dit aussi quand j'ai rencontré la PCHQ, qui est les constructeurs, là, eux, ils me disaient que selon leurs chiffres à eux, le taux d'inoccupation avoisinait les 0,5%. C'est un peu du jamais vu. Là. Les derniers chiffres qui avaient circulé publiquement, c'était comme 1,3%, c'était déjà très, très faible. Après ça, je pense que, c'est la fin d'Axélogie. On est sur la fin d'Axélogie. Il y a un nouveau programme qui va être mis en place. Ça va être le temps de voir pour s'assurer que les choses sont plus faciles puis qu'on est capable d'aller vers des programmes un peu innovants. Là. Tantôt, je parlais de rajouter des étages par-dessus du commercial. Dans les programmes, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué de faire ça actuellement. Là. Les programmes sont comme faits pour un espèce de modèle, là, comme un gros bloc 100% résidentiel. Et après ça, mixité, justement, ça peut être à la fois résidentiel, commercial, bureau. Ça peut être aussi condo et locatif, coop de propriétaires et coop locatif. Il faut que ce soit facile d'aller vers des projets qui sont pas dans des petites cases, là, qui sont innovants puis qui sont plus souples. Puis ça, va falloir aussi qu'on sensibilise le privé, qu'eux sont habitués. Moi, je construis un quartier. Moi, je suis spécialisée dans le commercial. Je fais juste du commercial. Puis même chose pour, il y a du monde qui font juste du résidentiel puis qui font pas de commercial. Puis ça fait des quartiers qui sont moins intéressants aussi. Disons que ça va être important d'essayer de voir comment on est capable de réfléchir le développement de nos villes autrement pour que ce soit des milieux de vie plus diversifiés puis qu'on arrête aussi d'être dans l'étalement urbain à travers tout ça. Là. Merci, Célia, Félix. Oui, dans le fond, pour les solutions, je dirais qu'il y a 4 thèmes différents qu'on a identifiés à l'Association des locataires. En premier, c'est on a besoin de plus de construction de logements sociaux, mais aussi la rénovation des logements sociaux, parce que comme vous l'avez sûrement entendu ou lu dans les médias, il y a beaucoup d'HLM au Québec qui ont gravement besoin d'être rénovés. On a fait, nos revendications fédérales, en fait, c'est 3 milliards par année durant le prochain mandat qu'on aurait besoin au Canada.
pour répondre aux besoins urgents et immédiats. C'est même pas pour régler les problèmes puis assurer l'accessibilité pour les classes moyennes. C'est vraiment pour régler les besoins urgents et immédiats des personnes à risque ou en situation d'itinérance. Au Québec, on estime que c'est 10 000 par année qu'il faudrait sur 5 ans. Et à Sherbrooke, on estime 300 unités par année pour le prochain mandat de la mairesse. Donc ça, c'est par rapport au financement des logements sociaux. Mais la crise du logement, c'est plus large que juste les logements sociaux parce qu'on doit aussi parler de répartition de la richesse. Parce que quand on parle d'accès au logement, ben on parle aussi d'accès au transport, on parle aussi du salaire minimum qui nous permet de payer ces logements-là. Donc, nous, on revendique un meilleur salaire minimum. Pour la promotion et défense des droits, ben on a nommé plusieurs types de discrimination des personnes à la croisée des oppressions. On a besoin de plus de promotion puis de défense des droits pour ces groupes-là qui sont systématiquement opprimés. Puis pour ce faire, on croit à la LS qu'il y a vraiment un momentum important parce que on parlait de l'augmentation des besoins. En moyenne, à la LS, on a entre 25 et 40 appels par jour de personnes qui ont besoin, qui ont des questions sur leurs droits ou qui cherchent des logements. C'est énorme et on peut même plus répondre à la demande. Puis je trouve ça important de vous en parler parce que je trouve qu'aujourd'hui, les organismes communautaires arrivent à un momentum où ils doivent choisir est-ce qu'on offre les services que le gouvernement offre pas, mais à ce moment-là, on n'aura plus assez de temps pour faire la défense collective de droit. Mais qui va faire la défense collective de droit alors si nous, on essaie de combler les services que le gouvernement offre pas? Donc, il y a cette dynamique-là, je dirais, ça bouille beaucoup présentement dans le communautaire. On se pose beaucoup de questions. Puis, la dernière solution, c'est les consultations publiques, c'est de se concerter, c'est de se parler ensemble. Et surtout que l'accès au logement, c'est un droit, puis on l'oublie bien trop souvent. Avant de se quitter, je tenais à remercier personnellement l'ensemble des personnes qui nous ont donné de leur temps pour jaser de leur expérience de cohabitation. Merci à Rachel, Rosalie, Nicole, Roberto, Marilyn, Virginie, Alexis, Catherine, Dina, Joan, Régent, Pierrette, Sylvie, Doris, Audrey et Yvan pour ce partage et cette incursion dans vos vies. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale sur l'état de la situation dans la région de Sherbrooke, celle-ci suivra dans quelques semaines lors d'un épisode hors série. La fin de l'année 2021 est également un moment charnière pour nous, puisque nous en sommes actuellement à la moitié du parcours du projet qu'est la série Nos voix pour des toits. C'est sans grande surprise que nous vous promettons d'ailleurs d'être de retour avec du nouveau contenu pour pallier au froid de l'hiver. D'ici là, passez de joyeuses fêtes. Thank you.